Bonjour, vous écoutez présentement la voix de Stéphane Boivin, professeur au département de littérature et communication du Cégep de Trois-Rivières. Mais vous écoutez surtout Honoris Causette, un projet de podcast rendu possible grâce au sens de l'initiative de la Fondation du Cégep et son désir de faire rayonner nos étudiantes et étudiants actuels ainsi que nos diplômés. Peut-être que vous savez que de façon plus ou moins récurrente, les institutions d'enseignement supérieur remettent des diplômes honorifiques à d'anciennes étudiantes ou d'anciens étudiants pour souligner de façon prestigieuse leur parcours exceptionnel ou leur implication dans leur communauté. C'est ce qu'on appelle un honoris causa. Bon, notre podcast n'a pas tout à fait le pouvoir de l'honoris causa, mais on a quand même le pouvoir d'organiser une honoris causette. C'est sûr que ça sonne un peu moins glamour, un peu moins comme un sort qu'aurait gracieusement jeté Hermione à quelqu'un de fort illustre, mais Honoris Causette, c'est quand même représentatif de ce qu'on veut faire avec notre podcast. Piquer une bonne jasette avec quelqu'un qui est passé par notre cégep et qui vit présentement une vie professionnelle saine et signifiante. Puis pour que ce soit pleinement signifiant, justement, on va être accompagné d'une étudiante ou d'un étudiant actuel du cégep, qui a des points communs avec notre invité, que ce soit en évoluant dans le même programme d'études ou en ayant des intérêts qui recoupent les siens de façon parfois étonnamment étroite. Fait que c'est ça. Vous êtes prêts? On y va? C'est parti. Bonne écoute. Wow, c'est maintenant que ça se passe. Premier épisode d'Honoris Causette. On s'est mis propre, on a pris notre douche, on a mis du déo, on s'est mis du parfum, on s'est même lavé les dents. C'est maintenant que ça se passe, un grand moment. Aujourd'hui, on a deux personnes qui se joignent à la conversation. Je vous présente un à l'autre d'abord et avant tout. Jonathan, je te présente Justine. Et puis, Justine, je te présente Jonathan. C'est un heureux jumelage aujourd'hui qui nous attend. Je vous fais une présentation brève là, de nos deux personnes. On a d'abord Jonathan, qui est notre ancien diplômé, qui est venu au Cégep ici de 2005 à 2009. On recreusera un peu ce parcours-là de 4 ans avec nous, avec Jonathan. Puis maintenant, Jonathan est directeur des politiques et de la recherche au nouveau Parti démocratique, le NPD, au palier fédéral. C'est un métier qui se fait un peu dans l'ombre de la politique, donc on va éclaircir ça avec lui. Et puis, avec moi, j'ai Justine qui va co-animer, qui va participer à la discussion. Puis, il y a des points communs qui sont vraiment intéressants. Tu vas voir, Jonathan, Justine fait un retour au cégep en ce moment. Elle était en théâtre en 2012, là, quelques années, pas certaine d'être à sa place, se déplace vers la fleuristerie, finalement veut s'impliquer de façon plus concrète, plus directe dans la société. Elle revient donc au cégep en histoire et civilisation. Elle va être diplômée cette année, puis elle est engagée dans un paquet de causes. Elle fait du bénévolat, est engagée à l'AGE, l'Association générale des étudiantes et étudiants ici, sur le plan environnemental, etc. Donc, je pense que ça peut créer une jolie discussion. C'est bon, c'est parti. Fait que la première question, Jonathan, c'est moi qui vais te la poser. J'aimerais ça savoir, là, t'es comme un précurseur, hein? Aujourd'hui, les étudiants ont des parcours un peu, ce qu'on appelle des parcours irréguliers par rapport à notre réalité de quand moi puis toi, on était au cégep. Ils sont plus habitués. Toi, tu es un précurseur des plus longs parcours au cégep avec tes 4 années. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu dans quel contexte là, ça s'est fait, puis c'était quoi ta vie un peu d'étudiant à ce moment-là? Oui, absolument. Ben écoute, moi j'étais un grand sportif, puis quand j'étais au secondaire, comme exemple, je viens d'un milieu qui est pas facile. Fait que pour ceux qui viennent de Trois-Rivières, je viens du quartier Sainte-Cécile, puis avant ça, la petite Pologne. Fait que le sport, c'était comme mon mécanisme qui me permettait de comme sortir de ce milieu-là le plus possible. Fait que quand j'étais arrivé au cégep, puis que j'ai pas fait l'équipe de foot, je me suis retrouvé avec un, un manque à combler. J'avais besoin de remplir ça. Puis là, à ce moment-là aussi, j'ai quitté la maison familiale. Fait que j'habitais dans les résidences juste à côté du cégep. Puis pour ceux qui sortent du cégep de temps en temps, les résidences, ben, c'est tout du monde généralement qui viennent de l'extérieur. Fait qu'ils sont maintenant libres de leurs parents aussi. Fait que je dirais que les premières années de cégep était à la fois une découverte de la vie sociale, fait que sortir dans les bars, aller au Manchester, aller dans les... Mais aussi comme je savais vraiment pas
qu'est-ce que je voulais faire. Fait que j'ai commencé mon cégep avec, je voulais m'en aller en architecture. Fait que, puis j'avais pas mes maths fortes. Puis là, ben, aujourd'hui, je suis rendu directeur des politiques. Fait que vous voyez comme il y a quand même un bon gap. Fait que j'ai commencé en rattrapage avant d'aller en sciences humaines, dans lequel je faisais mes 436, etc. Puis après un certain temps, j'ai réalisé que les maths, c'était pas moi du tout. Fait que j'ai réussi, j'ai complété malgré tout, mais j'ai réalisé que j'étais plus du côté humain. Fait que là, par la suite, j'ai continué à me chercher et essayer de trouver c'était quoi le bon parcours. Puis, puis ben, c'est ça m'a pris du temps à trouver où je voulais aller. J'ai exploré d'autres éléments. Puis, à un moment donné, je me suis dit, bon, ça clique, je veux aller en droit. Puis, ben, comme j'avais fait un petit peu des folies, j'avais pas été nécessairement sérieux, ben, j'avais pas la cotère du tout. Puis, le cégep, tu sais, ça va vite. Ta cotère va pas descendre quand même rapidement. Il suffit d'une mauvaise ou deux mauvaises années, puis la cotère va bas. Fait que là, c'est ça, j'ai décidé de m'en aller en sciences humaines individu, puis ça allait mieux. Puis j'ai recommencé à jouer au basket, aussi au cégep, ainsi qu'au foot. Fait que ça m'a aidé à comme me concentrer et être plus sérieux dans ma démarche. Mais c'est ça, essentiellement, je pense que le parcours non conventionnel que j'ai eu est beaucoup lié au fait que la maturité ou comme le me connaître était pas assez fort à ce moment-là. Puis j'avais besoin, moi, dans mon parcours individuel, d'en apprendre plus sur moi avant de savoir où je devais m'en aller. Puis j'ai toujours senti que je n'étais pas jugé comme par le corps professoral du cégep. Puis ça, ben, j'ai bien apprécié ça. J'ai trouvé que c'est souvent les profs du cégep, puis j'ai pensé pendant un bout de temps moi-même enseigner au cégep parce que je trouve qu'il y a comme comparativement à l'université où ce que c'est très académique, au cégep, je trouve que les profs sont humains, puis ils t'enseignent plus que la matière pour la plupart. C'est une belle leçon quand même hein, sur la motivation. Puis je fais des liens avec parfois des étudiants en ce moment à cause de la COVID, des étudiantes, des étudiants qui perdent un peu leur objet de motivation, que ce soit en culture, que ce soit en sport, avec l'annulation d'un certain nombre d'activités, évidemment. Puis je trouve ça le fun aussi que tu as réussi à la retrouver, mais en même temps, tu l'as retrouvé à travers ce passage-là vers le droit potentiel qui t'a sans doute motivé à remettre du sérieux dans tes études finalement. Mais comment tu as vécu un peu parce que ce que tu as mentionné aussi, c'est que ça n'a pas marché d'aller en droit. Donc comment tu as vécu un peu ce coup-là à ce moment-là quand tu étais étudiant? Ben, c'est comme si, à un moment donné, j'en suis venu à la conclusion que c'est pas au cégep que j'allais performer, que le cégep, pour moi, c'était le moment où ce qu'il fallait que j'apprenne à me connaître, que je me permette de faire des erreurs. Puis après, je me suis dit, comme une fois que je vais être à l'université, puis là, c'est là que j'ai décidé d'aller en sciences politiques parce que j'avais pas la coteur pour aller en droit. Fait que mon idée, c'était de faire un an en sciences politiques pour aller en droit. Mais je m'étais dit, je vais être le premier de ma famille à aller à l'université. Fait que quand j'arrive à l'université, c'est du sérieux. Comme on n'y est plus avec le pote, là, c'est comme faut que que tu sois sérieux, que tu sois mature. Fait que quand j'étais dans ma dernière année de cégep, puis qu'il fallait que je complète le tout, j'ai comme pris ça comme un tremplin. Je me suis dit, je vais continuer mes expériences, je vais continuer à apprendre à me connaître puis déterminer qu'est-ce que je veux, mais je vais commencer à plus être équilibré, à avoir une meilleure routine, puis à être plus studieux. Puis quand je suis arrivé à l'université, c'était pas un trop gros choc parce que des fois, on le voit comme les gens sont relax au cégep. Puis je le vois plus ici en Ontario, proche de où je vis maintenant. À l'Université d'Ottawa, eux, ils n'ont pas de cégep. Hein. Fait que les jeunes arrivent du high school, puis ils arrivent à l'université. Puis oh, la première année, c'est vraiment pas facile. Puis j'en ai côtoyé parce que j'ai terminé ma maîtrise à l'Université d'Ottawa. J'ai vu comme la grosse différence, mais c'est ça. Essentiellement, je te dirais que j'ai ma conclusion
au cégep, ça a été d'arrêter de me taper sur la tête, parce que des fois, tu te dis comme, Colin, ça va pas bien dans mes cours. Euh, j'ai des excès ou comme je profite trop de la vie, comme je suis pas équilibré. Puis là, plus tu te tapes sa tête, moins ça va bien parce que t'es pas fier de toi, t'es pas. Puis, à un moment donné, ça a juste fait comme, bon, ouais, ok, c'est ça. Comme t'es dans cette situation-là. Puis là, maintenant, il faut qu'on regarde en avant. Assurons-nous qu'on a les bonnes méthodes pour l'avenir, puis qu'aussi on sait où ce qu'on s'en va pour comme ça, ben, il y a, y a pas d'hésitation, puis d'autres mauvais choix comme dans le passé. Puis, c'est quoi qui t'a retenu à l'école? Est-ce que c'était cette idée-là d'être le premier de ta famille à aller à l'université? Est-ce que tu savais que tu avais les capacités de le faire ou tu doutais un peu de toi? Euh, non, je pense le doute m'habitait pas. C'est une super bonne question. Le doute m'habitait pas. Je te dirais que il y a une chose qui m'a, à un moment donné, qui m'a trotté de quitter l'école, puis c'était l'idée d'aller voyager et d'aller faire de l'argent, ou plus d'argent que j'en faisais au cégep, parce que comme je l'ai dit, j'ai d'un milieu défavorisé, fait que j'avais pas d'argent du tout, pas de support, fait que c'était tout moi qu'il fallait qu'il paye pour mes choses. Donc, puis bien entendu, il y a les prêts et bourses, mais quand tu as beaucoup de prêts, tu ne veux pas trop emprunter non plus. Fait que je te dirais que il y a été un moment avant que je rencontre ma blonde du moment où ce que je pensais quitter le cégep pour m'en aller en Alberta puis travailler pendant un an puis apprendre comme c'est ça, voyager en Alberta. On sait tous qu'il y a eu des beaux paysages là-bas. Puis, mais finalement, j'ai décidé de rester parce que justement, je voulais aller à l'université. Fait que je te dirais, oui, peut-être que la motivation venait beaucoup du fait que j'allais être le premier de la famille. Puis pour moi, c'était clair que je voulais aller à l'université à un moment. J'aurais peut-être pris une petite pause, mais c'est sûr que quand j'étais revenu, j'allais vouloir aller à l'université. Puis pendant une période de temps, pour moi, c'était juste le fait d'aller à l'université. Comme c'était pas vraiment comme en quoi j'allais aller à l'université, c'était plus comme la fierté familiale de le faire. Puis, tu sais, ça suffit pas, ça. Il faut que tu fasses dans la vie quelque chose que tu aimes, puis que tu étudies des choses que tu aimes, parce que tu peux pas juste aller à l'école pour aller à l'école. Fait que ça s'est transformé au fil du temps. Mais, fait que oui, je pense que ta question était bonne. Je pense que c'était plus au niveau de la motivation familiale. Mais ce que j'aime aussi, Jonathan, de ce que tu nous dis, là, c'est l'idée que le cégep, c'est comme un égalisateur des chances. Hein? Puis ça ressort dans ton discours quand même, de ton parcours. Tu mentionnes des quartiers qui sont parfois plus difficiles à Trois-Rivières, etc. Puis que ta vie au cégep t'a permis à la fois de vivre des expériences, mais aussi si on veut, d'avoir les mêmes chances que tout le monde. Puis ça, je l'ai vu en tant que prof avec la COVID, en passant en ligne, là, il y en a qui ont des milieux de vie où c'est plus difficile de consacrer pleinement leur énergie à l'apprentissage. Puis je trouve que ton passage aux résidences, puis dans les cours, puis de mentionner cette sensibilité-là, je trouve ça vraiment intéressant que tu nous fasses part de ça. Tout à fait. Sincèrement, s'il n'y a pas le cégep, puis l'université au Québec, c'est quand même moins dispendieux que dans le reste du pays, mais s'il n'y a pas le cégep et même le programme de prêt et bourse, je ne suis pas où ce que je suis aujourd'hui. Parce que ça aurait été beaucoup plus difficile. C'est faisable, mais ça aurait été beaucoup plus difficile. Puis ça prend comme un autre coche de motivation. Puis je ne sais pas si je l'aurais eu à ce moment-là. Comme le cégep s'il n'y avait pas eu comme cette étape-là avant l'université, je ne sais vraiment pas qu'est-ce que ça aurait donné. Puis oui, c'est ça. Parce que il y a encore du chemin à faire dans notre société pour que les chances soient plus égales. Mais je pense qu'au Québec, avec le système de cégep, on augmente les chances des gens qui en ont moins eu peut-être quand ils étaient plus jeunes ou dépendamment de leur parcours familial. Est-ce que tu as des souvenirs particuliers avec le cégep? Des professeurs qui t'auraient marqué, des lieux? Quel souvenir tu gardes de cette vie collégiale-là, à part bon, les petits excès que tu as pu faire? Peut-être que tu n'en gardes pas tant de souvenirs d'ailleurs, je sais pas. Mais quel souvenir tu gardes là, de ce milieu de vie-là pour toi?
Ou scolaire aussi, pas juste de vie, mais scolaire aussi, là. Ouais, ben, mes souvenirs sont quand même très clairs. Tu as raison que pour ce qui est des folies de jeunesse, comme sont moins présentes, je me rappelle des lieux qu'on allait, etc. Mais ce que je me rappelle beaucoup, c'est peut-être la vie dans le cégep, comme dans le sens que, vu que moi j'habitais aux résidences, il y avait beaucoup de, comme ma vie extrascolaire qui était malgré tout dans la cafétéria. Puis, dans le temps, proche du café, comme il y avait des ordinateurs, puis là, ben, moi, j'étais en résidence, puis à ce moment-là, j'avais pas mon laptop comme tous les étudiants en ont maintenant. Fait que j'allais comme au poste d'ordinateur qui était là, comme qu'on pouvait emprunter. Fait que, je me rappelle bien de tout ça. Je te dirais que au niveau des professeurs, c'est plus le sentiment d'être compris qui me reste. Ou sinon, Dominique Comtois, puis ça, je l'ai mentionné un petit peu dans nos discussions antérieures, là, mais comme Dominique Comtois qui est en sciences sociales, je deviens quasiment un petit peu émotif, mais si ce professeur-là n'était pas passé dans ma carrière, comme j'allais pas en sciences politiques, puis j'avais pas la job que j'ai aujourd'hui. Fait que c'est ça. J'étais un peu émotif parce que je suis vraiment reconnaissant, puis je pense que j'ai pris le temps de lui réécrire quand j'étais à l'université, mais aujourd'hui, comme je le ressens encore plus. Puis la raison pourquoi, c'était juste comme, et c'est juste un bon gars, comme un bon humain avec qui tu pouvais parler puis tu pouvais partager. Puis son cours, c'était comme sur la perception. Fait que il nous avait fait écouter un documentaire sur lequel comme il montrait que c'est facile de jouer, par exemple, avec les théories du complot. Puis l'idée, c'était, le documentaire est sur l'homme les premiers pas sur la Lune. Puis ça l'explique que comme, finalement, c'est un complot, puis que en fait, ça te joue dans la tête en montrant que c'était peut-être pas vrai, finalement. Puis ça m'a montré, dans ce cours-là, comme la vulnérabilité de l'humain, puis c'était un cours comme plus de recherche dans lequel on partageait, on était dans des plus petits groupes, puis on était 2 ou 3 à travailler ensemble, fait qu'il y avait beaucoup de travail d'équipe. Il donnait beaucoup de feedback constructif. Puis grâce à lui, ça m'a fait réaliser vraiment que la recherche, c'était quelque chose qui m'intéressait. Puis là, ensuite de ça, j'étais allé à l'université. Puis j'avais parlé avec lui de la différence entre le droit puis la science politique. Puis il m'avait déjà comme mis la puce à l'oreille que j'étais peut-être quelqu'un plus fait pour la science politique que le droit parce que je suis très humain. J'ai aussi une expérience personnelle qui est différente. Puis le droit, bien souvent, c'est pas tous les avocats, puis c'est pas tous les types de droits qui sont comme ça, mais malgré tout, c'est quand même by the book. C'est vraiment comme la loi, c'est la loi, puis il faut que tu joues dans ces règles-là, tandis que la science politique, c'est beaucoup plus vaste. Fait que j'ai décidé finalement d'aller en sciences politiques. J'avais pas le choix, mais comme il m'a mis comme la graine dans la tête que peut-être les sciences politiques, c'était mieux pour moi. Puis à partir de ce moment-là, puis ma rencontre avec Dominique, pour moi, c'était si je ne vais pas en droit, je vais enseigner au cégep en sciences politiques. Puis, fait que c'est ça. Fait que pour Dominique, comme je me rappelle exactement comment je me sentais, puis j'étais assis dans sa classe, fait que ça a été excessivement déterminant. Mais pour le reste, c'est plus comme la dynamique sociale à l'intérieur du cégep, le fait que comme tu peux aller voir les profs comme les personnes comme Denis qui s'occupaient des sports, ou tu peux aller, je pense que c'était Nathalie qui s'occupait des résidences, puis tu peux juste parler avec du bon monde, puis ils sont là pour t'aider, ils sont là pour t'écouter, puis ça, ben ça a fait une grosse différence. C'est vraiment un beau témoignage. Je suis certain que si Dominique là, prête l'oreille là, à notre podcast, il va être vraiment honoré du témoignage que tu viens de faire. En plus, on lui a demandé, hein, lui, s'il se rappelait de toi. Puis heureusement, oui. Heureusement, oui. Puis il se rappelait surtout de ta curiosité, puis de ton implication, puis du fait que tu t'intéressais à beaucoup de sujets. Ce qui fait que effectivement,
ça semblait logique pour lui que tu sois rendu dans un poste de politique stratégique, dans un parti où les visions seraient proches du peuple, si on veut. Fait que pour lui, c'était bien logique là, ce lien-là. Fait que c'est un bel hommage quand même au milieu de vie du cégep, hein, que vit Justine aussi. Justine, ça t'a pas fait douter trop de ton choix Un peu, d'études? pour être franc, un peu. Ouais, vas-y, Je, parle-nous-en. je m'en vais en droit l'année prochaine. J'ai accepté à l'Université Laval. Puis c'est un peu... quand je suis retournée au cégep pour aller étudier en droit, puis comme je suis plus vieille, j'avais moins mes expériences à vivre que la première fois où je l'étais. Donc, j'ai travaillé fort, j'ai des bons résultats pour pouvoir c'est ça, accéder au bac en droit. Mais là, quand ça a été le temps de faire mon choix, on dirait que justement mon passage au cégep m'a aussi fait douter. Je me suis découvert des nouvelles passions, des nouveaux intérêts. J'étais intéressée par la philosophie, la recherche, justement. Puis c'est ça. Fait que c'est déjà un peu difficile. Je me suis posé déjà la question. Mais j'ai choisi d'aller en droit quand même. Je me suis dit que j'allais essayer une année. Puis après ça, je me réorienterais si c'était pas tout à fait ça. Absolument. Tu vas le savoir à ce moment-là. Pour moi, je pense que ça a été vraiment l'aspect comme tu l'as dit un petit peu, Stéphane, avec la science politique, c'était juste tellement vaste, puis ça remplit vraiment comme le côté curiosité, mais ce que j'aime ce que j'ai aimé du droit, puis ce qui m'a toujours passionné, puis qui me passionne encore, c'est à quel point comme le droit peut aider les, les personnes en situation de vulnérabilité. Tu peux comme absolument changer comme la vie des gens de façon concrète et rapidement, par exemple si tu es avocat, mais tu peux aussi le faire si tu t'en vas en droit environnemental. C'est tellement concret que ça te permet d'avoir des répercussions qui sont concrètes et rapides et immédiates, tandis que en sciences politiques, souvent c'est long. C'est un système qui prend du temps à changer. Fait que tu te heurtes à des injustices tous les jours, puis avant de réussir à changer quelque chose, c'est comme un petit pas à la fois. Fait que ça peut devenir épuisant pour des gens qui ont les causes sociales à cœur, puis j'en fais partie. Des fois, c'est comme, Calvin, on va-tu comprendre, on va-tu apprendre, tu sais, on refait les mêmes erreurs une fois après l'autre, puis fait qu'en tout cas, je t'encourage. Je suis vraiment fier que tu sois revenu. Puis j'espère comme, que tu vas aimer ça. C'est beau aussi l'université. Puis c'est très, très enrichissant. Merci. Si on peut glisser peut-être du côté plus professionnel, Jonathan, de ton parcours là, qui t'a mené à un poste important, on va y aller quand même dans l'ordre là, chronologiquement. Si j'ai bien compris, là, ton premier emploi là, qui est vraiment lié à ta job actuelle, c'est que tu as été adjoint législatif avec Ruth-Hélène Brosseau, qui était députée on va le dire, catapulté, hein, il y a quelques années dans le comté. Moi, je viens du coin. Je l'ai d'ailleurs salué à plein de parades du Festival de la Galette à Louisville. Puis effectivement, c'est un cas étonnant. Puis ça appartient pas juste à la MRC du coin, là, puis à la conscription du coin, mais partout, même au national, je pense qu'on parlait de Ruth Hélène. Donc, ça a été quoi cette expérience-là pour toi, là, de professionnelle, où c'était toi ta première expérience, mais c'était aussi sa première expérience, hein, je pense, d'engagement politique aussi officiel, là, qu'on pourrait dire. Ouais, ben écoute, je, avec Ruth Hélène, moi j'ai commencé en 2014. Fait que, puis je vais vous raconter juste une petite anecdote parce que tu sais, des fois, comme on réalise la chance qu'on a parce qu'il y a comme, tu sais, il y avait comme une petite chance que ça arrive puis que tout déboule de cette manière-là. Fait que je suis quand même reconnaissant de comment ça s'est passé. Mais je terminais ma maîtrise, puis fait que j'avais comme un an pour rédiger comme ma thèse de maîtrise. Ça allait coup-ci, coup-ça, parce que j'étais un gars comme plus d'adrénaline et de pression. Fait que puis c'est un an de rédaction qu'il faut que tu fasses. Puis
ben, tu sais, c'est ça, c'est plus difficile pour moi. Il faut que je sois dans des délais serrés, puis c'est ce que j'aime de ma job aujourd'hui, puis c'est là que je performe le mieux. Quand j'ai beaucoup de temps, je me perds dans mes pensées, puis je doute énormément beaucoup de moi. Fait que, tandis que quand j'ai pas le temps de douter, ça va un petit peu plus vite. Mais essentiellement, comme j'avais vraiment peur de pas me trouver une job. Je doutais vraiment de mes moyens. Puis j'ai appliqué sur un poste pour le député Robert Aubin. Je venais de Trois-Rivières. Puis j'ai pas été choisi. C'était la deuxième entrevue que je faisais, puis que je l'avais pas. Puis je suis un gars super compétitif, je l'ai dit en sport, mais tu sais, toute ma vie, je m'étais jamais fait dire non pour une job. Comme partout où je passais, on me disait toujours comme t'es exceptionnel. Tu sais, c'est comme ma fierté personnelle passait vraiment beaucoup dans mon ardeur au travail, dans ma rigueur, etc. Fait que de me faire dire non à 2 reprises, c'était vraiment. Ça n'a pas été facile. Puis il y a eu beaucoup de remises en question. Puis en plus, moi, quand je suis allé à l'université puis que j'étais allé en sciences politiques, il y avait zéro chance que j'aille travailler en politique. Je voulais faire des affaires internationales. Je trouvais ça niaiseux. Le niaisage entre politiciens qui chicanent tout le temps. Fait que je voulais être diplomate ou travailler aux affaires étrangères, mais pas aller en politique. Mais j'ai quand même décidé d'appliquer avec Robert. Puis finalement, j'étais allé quelques semaines après m'être fait refuser avec Robert. Hélène, elle ouvre un poste à temps partiel. Puis là, je me dis, ben, tu sais, qu'est-ce que j'ai à perdre? C'est pas à temps plein, mais comme, allons-y. Puis pendant l'entrevue, elle et moi, je pense que ça a vraiment cliqué. En anglais, on dit on a bandé. Là. Il y a vraiment eu une connexion au fond. Puis par la suite, ben, c'est sûr qu'à ce moment-là, moi, j'ai moins vécu comme la vague de comme après 2011 où ce que pour elle, il fallait qu'elle apprenne le français. Elle avait vraiment beaucoup de couverture médiatique. Je suis plus arrivé quand les choses étaient un petit peu plus stables et qu'on commençait déjà à regarder pour l'élection de 2015. Mais au moment où j'ai accepté l'emploi, 2 semaines plus tard, la personne qui était là, qui avait le poste à temps plein, elle me dit je quitte. Puis fait que là, j'ai eu le poste à temps plein, puis le poste d'adjoint législatif que 2 semaines plus tard. Puis là, je me suis ramassé toute seule pendant une bonne période de temps à Ottawa. Puis ça a été, comme tu le dis, Ruth Hélène, elle avait un profil partout. Fait que c'était pas juste dans sa circonscription. Fait qu'elle faisait énormément de choses à l'intérieur de sa circonscription, puis à l'extérieur. Elle avait beaucoup d'attention médiatique. Fait que c'était un gros tremplin, puis une grosse expérience pour moi pour me rendre à mon poste aujourd'hui parce que elle avait quand même déjà beaucoup d'un profil ou en tout cas de ce qu'on voit avec un chef, c'est-à-dire comme plus d'attention médiatique. Il faut que tu la prépares davantage. Des portfolios quand même importants comme l'agriculture pour le Québec, c'est très, très important, surtout pour son comté en plus. Donc, ouais, ça roulait. Puis l'année électorale, juste après, je suis rentré en octobre 2014, puis l'élection était l'année suivante. Fait que, il y avait beaucoup de préparation électorale, puis ça m'a mené à gérer sa campagne aussi à ce moment-là. Donc, un adjoint législatif, c'est un peu ça sa job, là. C'est de préparer un peu pour que ça se passe bien pour elle. Tu peux nous parler un peu plus précisément, un peu c'est quoi ce travail-là? Exact. Au fond, souvent, je vais l'expliquer comme un petit peu comme le cerveau, puis je dis pas ça péjorativement, mais c'est plus comme, je vais faire des notes de préparation. Je faisais des notes de préparation pour elle, pour que quand elle arrive dans une rencontre, elle n'a pas à être stressée de ne pas être bien préparée, etc. Fait elle et moi, on discutait, puis je lui demandais comme, qu'est-ce que tu aimes avoir, par exemple, pour bien te préparer avant une rencontre ou avant une entrevue. Puis mon objectif à moi, c'était de faire le pont avec les autres bureaux. Tu sais, mettons, elle devait parler d'un sujet qu'elle ne connaît pas, aller parler au porte-parole de ce sujet-là dans le parti, puis dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on dit là-dessus? Puis là, ben, d'y préparer une petite note qui est quand même courte, peut-être une page ou deux, qu'elle elle lit en quelques minutes, puis qu'après ça, ben, elle se sent assez confortable pour avoir la rencontre. Je te dirais que l'adjoint législatif est aussi celui qui règle les problèmes très souvent. Fait que si, mettons, il y a des choses dans le comté qui sont un petit peu houleuses ou que c'est pas évident de savoir qu'est-ce qu'on devrait dire ou comment qu'on devrait
jongler. Fait que mettons qu'il y a une position du parti comme les armes à feu. Parfois, c'est arrivé comme les armes à feu. Le NPD est beaucoup pour comme meilleure loi pour limiter l'usage des armes à feu, mais dans Berthier-Basquinongé, il y a beaucoup de chasseurs. Fait que c'est arrivé qu'il y avait des chasseurs qui se sentaient puis qui avaient peur qu'on allait brimer certains de leurs droits. Donc, de s'assurer d'avoir le bon langage pour que les gens se sentent compris, mais qu'ils comprennent aussi d'où on vient puis c'est quoi notre position sur le sujet. Fait que, mitigé quand il y a des conflits, des incompréhensions de certains électeurs, ça faisait aussi partie de mon rôle. Puis la préparation pour les entrevues aussi, ça arrivait régulièrement que c'est moi qui s'en occupais. C'est drôle, hein? Ça fait un lien vraiment direct avec le cours que tu as décrit de Dominique Comtois tantôt, hein, qui était à la fois de faire de la recherche, puis aussi de jouer avec l'information, ou du moins de clarifier l'information, les positions, un aspect stratégique aussi déjà qui se développe dans ton travail. C'est intéressant de voir le lien entre ces deux choses-là. Oui, ouais, absolument. Puis c'est ce que j'ai réalisé. Puis c'est là que je disais tantôt, Cégep, je ne vais pas prétendre que j'avais tout appris sur moi au Cégep, parce que quand je suis arrivé dans la job avec Ruth Hélène, ce que j'ai réalisé ce qui m'anime le plus, c'est deux choses. Une, c'est comme le côté humain de sentir que je me bats pour les bonnes batailles en fonction de mes valeurs, de mes principes et de ce que moi, je crois qui est bien. Mais la deuxième chose, c'est le côté stratégique. Puis j'aurais jamais pensé que nécessairement ça allait être quelque chose qui m'anime. Mais comme aujourd'hui, j'en mange. L'aspect comme stratégie, s'assurer que réfléchir à comment les électeurs peuvent bien recevoir une information d'une telle manière. Puis c'est pas nécessairement de vouloir jouer sur les perceptions, mais c'est juste qu'on a tous une façon d'intégrer de l'information, puis les profs essaient à tous les jours de s'assurer de bien communiquer leur information pour être sûr que les étudiants retiennent l'information le mieux possible. Ben, c'est un petit peu le même principe en politique. Si tu dis le message ou si tu es comme un DJ qui met de la musique pour lui-même, comme il n'y a pas personne qui va danser. Ben, c'est le même principe en politique, puis il y a un côté stratégique à ça, c'est-à-dire que si tu veux que les gens entendent ce que tu dis, il faut que tu trouves le bon moyen de le communiquer, parce que sinon, ça va juste passer dans le beurre, ou sinon, les gens vont se braquer. Puis on le voit de plus en plus dans notre société qui est polarisée. On se parle pas de la bonne manière, puis on s'écoute pas. Fait que là, ça fait souvent des situations où on parle un par-dessus l'autre, mais il y a juste personne qui s'écoute. Puis on se chicane ou fait que c'est ça. Fait que le côté stratégique de la job me stimule bien gros. Fait que t'as tout à fait raison. Mais puis, tu sais, ce côté-là, ça ressemble au sport aussi, en quelque sorte. Puis c'est de la compétition un peu. C'est sûr que tu rejoins ce côté-là. Tout à fait. C'est exactement. Puis aujourd'hui, tu sais, j'ai deux enfants. J'ai un petit peu moins de temps justement de pratiquer les sports que j'aime. Puis la job aussi, comme ça prend beaucoup de temps. Fait que tu as fait raison. Le côté compétitif que j'ai toujours eu en moi, il est toujours présent, mais il est juste canalisé d'une différente façon. Ouais, l'aspect stratégique aussi, hein, on imagine le panneau de basket là, avec les ronds puis le crayon feutre là, dessus, on l'imagine, on dirait qu'on t'imagine faire la même chose politiquement là, à t'écouter. Là. C'est exactement ça, au fond. Comme j'ai coaché aussi j'ai coaché au secondaire, au basket, puis la même chose au foot. Puis aujourd'hui, je suis dans un poste de direction, puis je vais emmener mon équipe, les quelques personnes qui travaillent pour moi, puis on va se mettre devant un board, puis je vais leur faire des dessins, puis je vais leur expliquer c'est quoi l'objectif. Donc ouais, c'est très similaire. Voilà. Puis, tu as glissé naturellement sur ton métier d'aujourd'hui, tu sais. Donc, ça a été quoi un peu le parcours entre l'adjoint législatif de Ruth Hélène, ici dans ton coin, jusqu'à maintenant le travail que tu occupes? Ben, au fond, j'étais avec Ruth Hélène, puis à un certain moment, on m'a approché au bureau du chef pour me demander si je voulais venir occuper le poste de coordonnateur des enjeux.
Puis à ce moment-là, j'étais pas prêt. Je pensais pas avoir fait le tour avec Ruth Hélène. Puis quelques mois plus tard, j'avais réalisé finalement que j'avais fait le tour. Puis il y avait une autre opportunité. Fait que j'ai pris un poste de coordonnateur des enjeux. Puis ce rôle-là est un petit peu similaire, mais tu joues un rôle plus de coordination. C'est-à-dire que souvent, ce qui arrive en politique ou dans des grandes équipes comme on avait à l'époque avec les NPD, c'est que les gens ne se parlent pas. Fait que là, tu as des porte-paroles qui veulent dire, mettons, un porte-parole en finance qui veut dire quelque chose, mais qui touche à l'agriculture. Puis il comprend pas, parce que lui, c'est le porte-parole des finances, fait qu'il comprend pas c'est quoi les impacts réels sur les agriculteurs. Fait que si tu fais pas en sorte que le porte-parole en agriculture et le porte-parole en finance se parlent pour arrimer les visions, puis qu'ils se comprennent, puis qu'ils développent une stratégie, ben ça fait en sorte que soit il arrive des contradictions ou soit il y a des décisions qui sont prises qui vont heurter d'autres. Donc, le rôle du coordonnateur des enjeux, c'est de s'assurer que les gens se parlent puis qu'on est cohérent dans nos propos, dans nos positions. Fait qu'il y avait beaucoup de ça, de révision du travail que les adjoints législatifs ou parlementaires font dans les bureaux de députés. Fait que ça m'amène peut-être, j'ai commencé en avril 2017, puis ça se passait bien, puis à ce moment-là, c'était le leadership de Tom. Fait que c'était intéressant. C'est sûr que Tom il quittait déjà, mais j'ai été à plusieurs reprises avec Tom dans des rencontres. C'était vraiment fascinant d'avoir une expérience à ce moment-là avec un chef comme lui qui a comme énormément de connaissances. Puis c'est drôle parce que j'étais dans des rencontres avec lui de lobbying où d'habitude, c'est les lobbyistes qui viennent te dire qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent. Puis avec Tom, c'était comme, on finissait la rencontre, puis c'est lui qui leur donnait des conseils. Donc c'était quand même, c'était fascinant, puis c'était vraiment une belle expérience. Mais ce qui est arrivé, c'est que mon boss à ce moment-là, fait que lui qui occupait le poste que j'occupe désormais, a eu un poste pour le gouvernement Colombie-Britannique. Peut-être que pour ceux qui suivent la politique canadienne, c'est à ce moment-là que le gouvernement Colombie-Britannique a tombé, puis le NPD a fait une alliance avec les Verts, puis ils sont allés au gouvernement. Fait qu'on a perdu plusieurs de nos bons employés ou directeurs qui sont allés travailler pour le gouvernement de la Colombie-Britannique. Ça a donné comme une ouverture, mais cette ouverture-là, ils ne pensaient pas la combler, parce que quand tu as une course au leadership, souvent ce qui arrive, c'est que le nouveau chef va arriver avec son équipe. Où tu vas faire un mix de l'ancienne équipe et de la nouvelle équipe. Fait que ce qu'il avait dit à l'équipe, c'est on n'aura pas de directeur des politiques pour un bon moment. Fait que vous allez, on va se débrouiller comme ça, vous allez vous rapporter au directeur des communications. Puis là, Jagmeet a gagné, puis lui avait déjà mentionné dans les rencontres préalables qu'il pensait arriver avec son directeur des politiques. Puis Jagmeet a gagné. J'étais très, très heureux à ce moment-là. C'était bien évidemment mon choix préféré. Puis finalement, ils ont réalisé qu'il n'y avait pas personne pour le directeur des politiques. Fait qu'ils ont ouvert le poste. J'ai appliqué. Puis là, j'ai eu la belle surprise d'avoir eu le poste parce que je vais vous avouer que je ne me sentais pas prêt à ce moment-là. Puis peut-être, Justine, tu as ressenti ça à quelques moments dans ta vie. Je suis très, comment dire, je pense que je suis très au clair de mes forces puis de mes défis, mais je suis pas quelqu'un de comme super confiant. Fait que le syndrome de l'imposteur, moi, ça me connaît. Je le vois quand même régulièrement, puis j'ai appris que ça fait partie de ma personnalité. Fait que quand j'ai eu le poste, j'avais décidé de me lancer, parce que je voulais pas manquer l'opportunité. Fait que j'ai eu le courage de le faire, mais c'est sûr que comme j'étais effrayé au départ parce que je me disais comme, tu sais, j'ai pas l'expérience nécessaire pour faire ce job-là avec un nouveau chef. En plus de ça, il est racisé, il va avoir des défis avec cet aspect-là. Il va falloir travailler 2 fois plus fort. Fait que c'est ça. Fait que c'est comme ça que ça s'est passé. Puis depuis, comme j'ai occupé le même poste sensiblement, mais comme mon titre a changé à quelques reprises parce qu'on n'avait plus de directeur des communications. Fait que j'ai été comme promu directeur des communications, mais j'ai toujours joué le rôle de directeur des politiques et de recherche, mais parfois j'ai été un peu plus impliqué dans les communications, puis d'autres fois un petit peu moins.
C'est intéressant comment tu nommes tes chefs, hein, puis tes patrons, si je comprends bien la structure, hein, tu les appelles Tom et par leur prénom, Jack Meat. On comprend qu'on parle de Thomas Mulcair puis Jack Meeting là, pour ceux qui nous écoutent aussi, mais on voit l'intimité puis sûrement la relation que tu cherches à développer aussi dans tes relations professionnelles là, avec tes patrons, c'est ça? Ouais, absolument. Tu sais, c'est comme tu mets tes tripes, ton cœur sur la table pour ce job-là. Tu sais, fait que t'as pas le choix d'y croire. Comme, t'as pas tu sais, dans le sens que je dis pas ça comme euh, façon comme non sincère. Tu sais, c'est comme si tu y crois pas, t'as pas d'affaire là. Comme si t'aimes pas la personne avec qui tu travailles, t'es mieux de te trouver un autre emploi parce que tu donnes des heures et des heures et des heures. Comme c'est à quelque part un petit peu inhumain. Fait que si ta job ne devient pas une passion, dans la mienne, je parle, là, si c'est pas une passion, je ne peux pas faire les heures supplémentaires que je fais. Je ne peux pas me dévouer comme c'est nécessaire pour le travail. Puis avec Jigmeet, comme ça, pour moi, ça a été un coup de cœur depuis le jour 1. Puis aujourd'hui, ben, c'est mon ami. Je dirais même c'est mon frère. On se parle souvent. J'apprends énormément de cet homme-là, de sa vision de la vie, de sa reconnaissance, de son optimisme, parce que je suis quelqu'un de quand même très, très sérieux. Puis lui, ben, il y a un côté plus aimer la vie, en profiter. Fait qu'on se complète vraiment beaucoup. Puis j'adore notre relation. Puis je vois pas comment je pourrais faire mon travail aujourd'hui d'une façon aussi efficace et dévouée si j'avais pas une relation de proximité comme ça avec Jigme. Puis tu sais, j'ai une autre boss qui est au-dessus de moi qui est ma chef de cabinet. Puis c'est la même chose. Ça serait vraiment difficile. Puis ton emploi aujourd'hui, est-ce que c'est semblable à ce que tu faisais avec Ruth Hélène? Puis aussi, bon, évidemment, c'est plus large, hein? C'est d'un océan à l'autre, là, par la force des choses. Qu'est-ce que ça amène comme différence là, par rapport à ton approche professionnelle? Ben, euh, une chose que ça stimule chez moi, puis on en a parlé un petit peu plus tôt, c'est comme ma curiosité. Fait qu'en tant que directeur des politiques et des recherches de ma job, c'est à chaque fois qu'il arrive un enjeu ou un projet de loi ou quelque chose qu'on doit commenter, je vais rapidement, comme excessivement rapidement déterminer qu'est-ce qu'on va dire, puis c'est quoi notre position. Évidemment, ça se fait pas comme moi toute seule dans mon bunker. Là. C'est comme, il faut que je vais parler avec le porte-parole, je vais parler parfois même avec le chef et la chef de cabinet. Mais comme mon rôle, c'est de déterminer c'est quoi notre position sur un enjeu. Fait que ça fait en sorte que je vais toucher à un vaste étendue d'enjeux dans une même semaine. Puis parfois, en 15 minutes, je peux passer d'un enjeu sur les finances du pays à un enjeu sur l'environnement. Puis des fois, c'est vraiment complexe. Puis il faut que ça aille vite. Il faut que je me familiarise avec le dossier ou que je parle à des experts vraiment rapidement parce que avec la politique d'aujourd'hui, où il faut que tu réagisses le plus rapidement possible, sinon tu n'es pas dans l'histoire ou tu n'es pas là du tout, ben, il faut qu'on soit rapide. Donc, ça m'amène à devoir comme analyser des enjeux qui sont complexes vraiment rapidement, me faire une tête, donner des conseils et parfois même prendre des positions. Tu l'as dit, la réalité aussi canadienne, elle est différente. Comme au Québec, les choses sont pas pareilles qu'ailleurs. Puis même entre la Colombie-Britannique et l'Ontario, il y a d'énormes différences. Fait que il faut que tu prennes c'est complexe parce qu'il faut que tu prennes les réalités de chacune des provinces. Puis tu veux pas dire une chose dans une province puis autre chose dans l'autre province parce qu'il faut que tu sois cohérent avec tes valeurs et les principes de ton parti. Fait que ça rend les choses intéressantes et motivantes. Euh, fait que souvent, puis il y a ce volet-là de mon travail. Il y a aussi développer nos politiques. Fait qu'il n'y a pas juste, en politique, tu vas réagir à ce qui vient à toi, mais aussi des fois, tu veux pousser ton propre message. Donc, tu veux faire en sorte que ce dont les gens parlent, c'est toi qui as stimulé la conversation. Fait que tu vas vouloir proposer des choses. Fait que moi aussi, je vais travailler là-dessus. C'est les nouvelles politiques
qu'on va développer, par exemple, si on veut changer notre position sur la taxe sur la fortune ou sur les changements climatiques, c'est moi et mon équipe qui vont travailler là-dessus. Fait qu'on va parler avec des intervenants, fait des groupes environnementaux, par exemple, ou des groupes qui sont spécialistes et voir comme qu'est-ce qu'on doit modifier, qu'est-ce qu'on doit améliorer, qu'est-ce qu'on doit faire dans la société en fonction de nos valeurs et nos principes. Fait que je vais développer ces choses-là, puis je vais développer le message pour que quand Jagmeet fait une annonce, puis vous l'avez peut-être vu, ou en tout cas, j'ose espérer que vous l'avez peut-être vu faire des annonces ici et là. Ben c'est moi et mon équipe qui sont derrière certaines de ces propositions-là. Quand le gouvernement va déposer des projets de loi, c'est moi et mon équipe ainsi que le porte-parole et son équipe qui vont analyser les projets de loi. Fait qu'on a parlé des armes à feu un peu plus tôt, quand le gouvernement de Justin Trudeau a déposé un projet de loi sur les armes à feu récemment. Ben, ça faisait partie de mon travail de réviser le projet de loi et de voir qu'est-ce que nous, on aimerait changer. Fait que travailler sur les amendements qui vont venir un petit peu plus tard. Comment on va voter? Est-ce qu'on va voter oui? Est-ce qu'on va voter non? Puis, ben, je joue encore un grand rôle de préparation comme auprès de Jagmeet. Je suis aussi son conseiller stratégique pour le Québec ou conseiller principal pour le Québec. Quand il était à Tout le monde en parle cette semaine, c'est moi qui étais en charge de la préparation. Donc ça veut dire, oui, le préparer sur les enjeux, mais aussi souvent en préparation, soit de débats ou de grosses entrevues comme ça, on va faire des simulations. Puis, comme au même titre que tu vas faire une générale en théâtre, tu vas faire une générale pour tout le monde en parle. Puis là, ben, tu vas préparer des questions, puis tu vas le forcer, puis tu vas essayer de le coincer pour faire en sorte qu'il soit le mieux préparé possible. Puis, dernièrement, ben, je prépare le chef, mais je vous dirais que je prépare aussi tous les autres députés, dont Alexandre Boulris ou d'autres députés qui ont des entrevues. C'est plus souvent qu'autrement, c'est les attachés de presse ou les conseillers en relations de presse qui vont faire ce travail-là, mais ça arrive régulièrement quand c'est des enjeux qui sont un peu plus complexes que je m'occupe de la préparation. Puis, je sais que qu'on on souhaite vulgariser, mais la dernière chose sur laquelle moi je travaille, qui est quand même importante, c'est que les politiques puis les choses qu'on dit sont jamais comme juste basées, par exemple, sur la stratégie électorale. Il y a vraiment beaucoup de consultations qui est faite avec des intervenants puis les experts parce qu'eux, ils ont plus de temps de se plonger dans les différents dossiers. Fait qu'il y a beaucoup de discussions qui sont faites avec des intervenants. Puis, bien entendu, tu vas parler à tous les intervenants, mais tu vas développer des relations de plus de proximité avec des intervenants qui partagent tes valeurs, puis tes principes et ta vision. Fait que moi, un de mes rôles, c'est de bâtir des relations fortes avec des intervenants. Fait pour ceux qui ne connaissent pas le NPD est proche du mouvement syndical et très défenseur des droits des travailleurs, etc. Fait que pour moi, c'est très important dans mon travail de bâtir des relations de proximité avec les syndicats pour voir comme c'est quoi leur réalité, qu'est-ce qu'ils pensent de telle ou telle chose. Fait que c'est ma job d'entretenir puis d'être sur le téléphone puis de m'assurer que je les appelle, pas juste en réaction, mais aussi proactivement. Fait que souvent, j'ai des check-ins, comme on appelle en anglais, fait que des petits appels, juste pour voir comment ça va de leur bord, puis c'est ça. Tu me sembles assez intéressé ou sensible à des enjeux plus sociaux. Est-ce que tu penses que les difficultés que tu as pu vivre plus jeune, peut-être avant là, tes études, ça peut avoir eu une influence là-dessus? Oui, absolument. Ouais, j'ai l'impression que nos positions politiques sont vraiment forgées par comme, notre vécu individuel. Puis, ben moi, ce que j'ai vu comme dans mon parcours, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui sont laissés derrière, qui sont abandonnés puis qui n'ont pas les mêmes chances. Je fais partie du lot qui je pense, j'ai réussi à être vraiment chanceux. Puis les gens au cégep m'ont aidé, mais j'ai eu aussi beaucoup de support d'amis et de familles comme plus éloignées au fil de ma vie. Puis c'est sûr qu'aujourd'hui, comme le côté de moi où mes valeurs qui sont plus progressives et de justice sociale viennent de mon parcours individuel parce que je suis profondément convaincu que quand
on se tient ensemble, puis quand on s'aide tous ensemble, tout le monde comme s'élève, tout le monde est mieux. Puis je pense qu'on le voit un petit peu avec la COVID présentement. On voit vraiment que le pouvoir d'un gouvernement de changer les choses, au positif et au négatif, mais le gouvernement fédéral, même si le NPD a travaillé constructivement avec les libéraux à plusieurs reprises, puis on a vu que par les programmes qu'ils ont mis en place, il y a plusieurs personnes qui ont été mieux, qui ont mieux passé au travers de la COVID qu'il l'aurait été. Fait que ça m'a fait réaliser que encore plus que ce que je le croyais, les forces des programmes sociaux, c'est que comme des fois, on va investir $1 pour aider une personne, mais au final, tout le monde va sauver énormément parce que cette personne-là, par exemple, se ramassera pas à l'hôpital parce qu'elle n'a pas pris ses médicaments. Ou si, mettons, on améliore nos soins en santé mentale, ben, la personne ne fera pas une psychose ou ne se ramassera pas à l'hôpital, puis là, ça va nous coûter encore plus cher. Fait que je vois beaucoup le côté comme social, puis l'important de faire la bonne chose pour les gens, mais aussi comme à quel point c'est juste le gros bon sens pour notre économie, puis pour tout le monde, au fond, qu'on soit plus c'est ça, qu'on soit plus solidaire, puis que le gouvernement en fasse davantage pour les gens. Puis je pense que la crise, elle a aussi permis de mettre la lumière sur des cracks qu'on n'avait peut-être pas vues avant ou des inégalités qui n'étaient pas claires. Quand on vit notre petite vie à tous les jours, on ne se rend peut-être pas compte que pour quelqu'un, avoir une bonne connexion Internet, c'est pas naturel, c'est peut-être pas la base. Je pense qu'en société, ça nous a peut-être fait du bien de voir les difficultés des autres peut-être un peu plus avec cette crise-là. Des gens qu'on avait peut-être invisibilisés aussi, hein, avec le système en place, puis qui sont ressortis là, quand on parle des services essentiels, etc., les enseignants, puis tout ça. Moi, ça m'impressionne, Jonathan, tu sais, de t'entendre, puis de voir, parce que si on ne connaît pas ce poste-là, si on ne connaît pas beaucoup les rouages politiques, on a l'impression que des fois les chefs sont manipulés, qu'il y a des ficelles par quelqu'un, un lobby démoniaque derrière ou quoi que ce soit. Puis là, cette conversation-là, ce qui est très clair, c'est que ça se fait par des humains, hein, ça se fait par des humains qui ont des parcours, ça se fait par des humains qui ont des principes, qui cherchent à réfléchir, qui cherchent à maîtriser les dossiers, dans lesquels ils sont impliqués. La quantité de dossiers sûrement très différents les uns les autres, un peu comme tu nous l'as exposé, là, ça aussi, ça m'impressionne, une maîtrise at large, là, une maîtrise globale, finalement, que tu dois avoir pour conseiller comme il faut. Ça m'a fait penser au moment où tu t'es dit à l'université que tu ne ferais pas de la politique active. Puis à t'entendre, c'est pas ça du tout. Hein? C'est juste peut-être le fait de ne pas avoir été élu là, ou d'avoir ce parcours-là directement, mais très clairement, tu es dans l'actif. C'était très plaisant à entendre. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec nous, avec Justine aussi, que je remercie d'avoir accepté le défi que ça représentait de se lancer en premier dans ce podcast-là, Honoris Causette. Et un peu comme un honoris causa, je te remets mes remerciements les plus honorifiques, hein, ce sera au moins ça, pour avoir participé à ce podcast-là. Je te remercie beaucoup, puis bonne chance pour la suite. Prends des forces. Il paraît qu'il va y avoir des élections dans pas si long. T'as pas tort, merci beaucoup. Puis j'ai confiance en toi, Justine. Go big. Merci. C'est gentil. Merci beaucoup, Jonathan.